braves gens, bonsoir et bienvenue dans Horrifiques histoires. Et donc ce soir, braves gens, je vais vous lire une nouvelle tirée du recueil de nouvelles suisses, Sonomon halluciné, un recueil qui ne contient que des œuvres Lovecraftiennes écrites par des auteurices de Suisse romande. Voilà, c'est assez unique pour être précisé. Et donc ce soir, je vais vous lire la première nouvelle de ce recueil, à savoir La phrase, une nouvelle de Julien Hirt. Braves gens, bonne écoute. Dans toute autre profession que la mienne, l'accident aurait été banal. Se couper avec du papier. La douleur me prit par surprise alors que je manipulais trop hardiment une première édition de Denis de Rougemont. La plus infime des gouttes de sang s'écoula et vint moucheter la page. À la différence de bien des volumes recueillis au sein de cette collection, celui-ci n'avait pas énormément de valeur. Mais je fus honteux d'avoir ainsi endommagé la propriété confiée à mon expertise et pris note de déduire la somme de mes gages et de me montrer moins négligent. Main gantée, j'ouvris l'ouvrage pour l'inspecter, me perdant au passage dans les mots de l'auteur de Couvet. Eu égard à ce qu'il venait de se produire, le titre « Penser avec les mains » me fit sourire. Alors qu'elle commençait à peine, ma lecture s'interrompit brutalement. Ma respiration fut coupée nette. Mes yeux venaient de s'attarder sur une phrase. Son ton tranchait si singulièrement avec le style de l'écrivain qu'elle me désarçonna. Quand les larmes sèmeront les champs de carcasses entre les vents noirs des orchidées moribondes, sonnera l'avènement des entrailles empoisonnées sous le joug des crânes cancéreux. Longuement, je contemplais ces mots, insérés apparemment au hasard, au beau milieu d'un argumentaire consacré au fatalisme bourgeois, sans que je puisse comprendre par quelle fantaisie d'imprimeur ils avaient atterri là. C'était soit une belle gaffe, soit un canular. Cette phrase pourtant me troubla suffisamment pour que je la relise à plusieurs reprises. Il y avait un je ne sais quoi de déstabilisant dans cette tournure dépourvue de sens. C'était comme de se retrouver confronté aux aveux incompréhensibles d'un désaxé et de ne pas savoir comment se comporter. Le trouble
ne dura qu'un instant. Je m'alarmais pour bien peu de choses, vraisemblablement à cause du surmenage. Passée la surprise initiale, je choisis d'en rire. The atomic bomb. 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 7. 7. 6. Le mandat qui m'avait été confié était des plus ordinaires. Alma Cinzana, la nouvelle intendante du patrimoine d'un fonds de pension pour lequel je travaillais de temps en temps, m'avait contacté afin que j'estime la valeur d'une collection privée de livres rares. Uniquement des auteurs suisses, avait-elle expliqué. L'ancienne propriétaire a accumulé ça toute sa vie, et ses héritiers ont cédé le tout avec la maison. Ils ont même insisté pour qu'on s'en occupe. Les gens, en général, s'imaginent que les vieux livres valent une fortune. Même si c'est rarement le cas, en raison de cette idée fausse, il est rare qu'ils s'en séparent avec une telle légèreté. Si, dans cette succession, les légataires avaient agi ainsi, c'était vraisemblablement qu'ils avaient de bonnes raisons de penser qu'il n'y avait rien à tirer de cette collection. Pourtant, d'expérience, je savais que, même dans ce genre de situation, il arrivait de tomber sur des merveilles. De toute manière, j'étais payé au mandat. Je signais un contrat aux conditions habituelles, une somme fixe pour mon travail, ainsi qu'une option sur l'acquisition des volumes pour ma boutique de livres rares. Si je dénichais des trésors, cela aboutirait peut-être à une contre-expertise, mais quoi qu'il en fût, des semaines de travail nous séparaient de cette éventualité. Mademoiselle Cinzana me fixa rendez-vous sur place. Une vieille maison de maître à 2 pas du centre de Colombier, dans le canton de Neuchâtel. Le village était riche de ces vieilles propriétés inoccupées dont les propriétaires, banques, fonds ou familles bien mises, ne savaient quoi faire. Elle se dressait en retrait d'avenues champêtres, tels des manoirs hantés, dissimulés derrière des jardins devenus envahissants par manque de soins. Autrefois, dans ce coin de pays, il y avait eu, peut-être pas de la grandeur, mais un apparat bourgeois appartenant à une ère révolue, écho lointain de l'Ancien Régime. Dans le cas qui nous occupait, il en restait bien peu de traces. Les lieux étaient dans un état de décrépitude avancée, et j'avais du mal à réaliser qu'une dame âgée y vivait encore quelques années auparavant. La façade m'évoqua le visage d'un lépreux. Tels des serpents, des vignes vierges aux feuilles sombres s'y enroulaient avec tant de voracité qu'elles masquaient jusqu'à plusieurs fenêtres, émiettant le crépi et s'accrochant à la pierre jaunâtre,
devenue terne. Massive, la maison était surmontée d'un toit étrange, aux pentes recourbées. Ses murs étaient engloutis dans les hautes herbes sauvages d'une pelouse à l'abandon depuis longtemps, où des arbres bien trop grands paraissaient happer le manoir dans leurs ombres tordues. À terme, dit l'intendante, comme embarrassée, nous allons tout raser et construire une résidence. Aussi sinistre fût-il, le bâtiment me préoccupait peu. Je n'étais pas assez superstitieux pour croire aux fantômes et ne baissais pas la tête au moment d'en franchir le seuil. À l'intérieur, presque tout l'ameublement avait été retiré, de sorte que l'on s'y retrouvait dans des volumes vides, au papier peint vieillot, où le grincement de chaque pas sur le parquet lustré laissait un écho. Difficile d'y voir un lieu où pouvaient subsister des spectres, mis à part les silhouettes inoffensives laissées dans certaines pièces par des tableaux restés en place trop longtemps. Il n'y avait rien à visiter. Aussi, mademoiselle Cinzana se contenta de vérifier que l'éclairage fonctionnait et de m'indiquer où se trouvaient les toilettes, avant de laisser ses escarpins gravir prestement l'escalier qui menait à l'étage. J'avais déjà été en présence de collections bien plus imposantes. Mais ma pratique professionnelle m'avait enseigné que la taille importait peu. La bibliothèque occupait 3 pans de mur d'une pièce de taille moyenne, et un coup d'œil me permit d'analyser qu'elle renfermait des ouvrages qui devaient remonter au XVIe siècle, peut-être même avant. J'aperçus des livres signés Lavater, Madame de Staël ou Salomon Gessner qui, si la fortune voulait qu'il s'agisse d'éditions originales, pouvaient valoir, disons, une certaine somme. Au centre de la pièce, à l'écart des étagères, le parquet portait la trace étoilée d'une brûlure, comme si on avait allumé un feu. « Je ne peux pas vous renseigner », dit la jeune femme devant mon air interrogateur. Elle avait l'air d'être pressée de me laisser travailler et m'assura qu'elle restait à ma disposition. Elle m'informa de son intention de revenir en personne dans la propriété ces prochaines semaines, à plusieurs reprises, afin de planifier les premières étapes de la démolition. Deux jours s'étaient écoulés. Et je venais donc de découvrir cette phrase étrange dans le livre de Denis de Rougemont. À moitié pour signaler que j'y avais laissé une tache de sang, à moitié pour retrouver un peu de légèreté après cette découverte qui m'avait remué davantage que je n'aurais osé l'avouer, j'étais allé chercher Alma Cinzana dans le jardin afin qu'elle soit le témoin de ma trouvaille. Le paysagiste avec lequel elle conversait lui emboîta le pas et, après quelques explications au sujet de ma découverte,
Je leur tendis le volume, ouvert à la page qui avait retenu mon attention. Leurs réactions ne furent pas celles que j'espérais. Sur leurs traits ne se lisait ni étonnement, ni agitation, pas même une pointe d'amusement. Ils arboraient tous deux la même mine embarrassée. « Elle est où votre fameuse phrase ?» demanda le jardinier. Confus, j'en déduisis qu'un courant d'air avait dû tourner une page ou deux. Je saisis le livre, à la recherche du passage qui m'avait tant surpris. Je le feuilletai, mais malgré mes efforts, je fus incapable de le retrouver. Embarrassé par cette démonstration ratée, je promis que je leur enverrais une photo dès que je le dénicherais, et je les laissai retourner à leurs affaires, honteux de m'être ainsi donné en spectacle. Le travail m'accapara tant que, le lendemain, je cessai de me tracasser pour cette histoire. Je pris soin de me montrer irréprochable dans mon respect des techniques de manipulation des documents et parvins à me convaincre que j'avais dû mal interpréter ce que j'avais vu. C'est le genre de choses qui arrivent lorsqu'on a le nez dans les livres toute la journée. Parfois, on déraille. « Tu travailles trop, Karim », me dis-je à voix haute. Le jour d'après, seul dans le manoir, alors que je constituais à main nue des piles d'ouvrages de peu de valeur sur une des tables laissées à ma disposition, mon attention fut attirée par un éclat rouge vif au sol, non loin de la brûlure qui profanait le centre de la pièce. C'était une goutte de sang. Circulaire, la tache était toute récente, encore liquide, d'un écarlate éclatant. Me rappelant l'incident de l'autre jour, une inquiétude muette naquit en moi. La peur d'avoir souillé un autre ouvrage, ce qui endommagerait à coup sûr ma réputation professionnelle. Pourtant, cette fois-ci, je ne m'étais pas entaillé la peau. Ou si c'était le cas, je ne m'en étais pas aperçu. Fébrile, j'examinais les livres. Aucune trace. Je portais mon attention sur le sol, où j'aperçus d'autres gouttes, alignées à la suite de la première. Je portais mes mains à mon nez, redoutant l'épistaxis. Mais je n'y trouvais aucun saignement. En tout cas, jusqu'à ce que j'examine mes doigts. L'ongle de l'index, lui, présentait un liseré rouge. Il avait dû se casser sans que je ne m'en rende compte. Il fallait que je vérifie qu'aucun ouvrage n'était sali, me dis-je en contenant le saignement dans une boule de mouchoir en papier. Je suivis la piste des gouttes de sang qui menait à la bibliothèque elle-même. J'en trouvais une sur un rayonnage, mais par miracle, aucune sur les livres. Ma curiosité était piquée au vif, au-delà du rationnel. Et après avoir jugulé l'hémorragie, enfilé à nouveau mes gants et procédé à tous les contrôles de rigueur, je saisis un livre de Gottfried Keller
le plus proche voisin de la dernière goutte de sang. Qu'est-ce que j'espérais y découvrir? Quel secret est-ce que j'imaginais qu'il pouvait bien renfermer? Il m'aurait été impossible de l'expliquer. Pourtant, j'en entr'ouvris les pages avec d'infinies précautions. Je tournais les pages avec un empressement proche de l'agitation. Et là, au milieu d'un texte, rédigé en allemand, je vis un paragraphe dont les premiers mots furent immédiatement familiers. Quand les larmes sèmeront les champs de carcasses, entre les vents noirs des orchidées moribondes, sonnera l'avènement des entrailles empoisonnées sous le joug des crânes cancéreux, jouxtant les allées d'âmes torsadées autour des fruits obscènes, logés au cœur des chatoiements ternes des saignements crépusculaires. Le livre me tomba des mains. Je portais mes doigts tremblants à ma bouche. J'étais tellement en perte de repère que je fus pris de vertige. Le même passage, dans deux ouvrages différents. Les mêmes mots, dépourvus de sens. Comme s'il se moquait de moi, me mettant au défi de les comprendre. Comme s'il me poursuivait. Bien sûr, la terreur ne dura pas. J'eus au fait de me raisonner, de mettre mon moment d'effroi sur le compte de cet environnement de travail inquiétant, du surmenage. L'être humain n'est pas capable de croire durablement que la réalité lui tend des pièges. Il préfère se réfugier aussi vite que possible dans le confort de ses certitudes, aussi erronées fussent-elles. Ce que j'avais jugé épouvantable dans l'instant, je décidai à nouveau que c'était au contraire d'une certaine drôlerie. Cela me paraissait évident. Ces phrases folles sur lesquelles j'étais tombé en examinant ces œuvres, elles avaient été laissées là par un imprimeur facétieux, sans doute à la demande de la veuve qui, à en juger par son cadre de vie, était aussi excentrique que fortuné. Il s'agissait d'une course au trésor à travers les titres de la collection que seul un individu qui en aurait examiné chaque livre était à même de percer à jour. D'une certaine manière, ces mots avaient été laissés à mon intention il y a des années. À bien y réfléchir, c'est plutôt flatteur. Je troquais une forme d'excitation contre une autre, la poule mouillée se changeant en coq, fier d'avoir mis au jour une énigme exaltante. La vie d'expert en livres anciens était avare de tels moments. Aussi m'autorisai-je à savourer cet instant alors que j'allais chercher mon téléphone portable dans la poche de ma veste afin d'immortaliser ma découverte. Lorsque je pris la photo, la phrase avait disparu. Cette fois, pas d'erreur possible. Le contenu de la page s'était imprimé dans ma mémoire et j'étais capable de le reconnaître. Aucun doute à ce sujet. C'était bien cette page, sauf que la phrase délirante qui y apparaissait il y a quelques instants en était absente. Je fus pris de nausées, je crus que j'allais vomir. Des larmes froides roulèrent le long de mon visage tordu par la peur. Sans emporter la moindre de mes affaires, sans éteindre la lumière ni même verrouiller la porte, je quittai la maison aussi précipitamment que si la mort elle-même me talonnait. Il me fallut un courage considérable pour revenir travailler dans le vieux manoir de Colombier le lendemain matin. Cette fois-ci, il fallait bien que j'affronte la réalité. Je n'allais pas bien.
Les événements de ces derniers jours prouvaient que je perdais pied avec la réalité. Et c'était là une perspective bien plus terrifiante que l'autre hypothèse absurde que je rejetais avec vigueur. Celle selon laquelle une phrase monstrueuse me traquait de livre en livre. C'était ma santé mentale qui chancelait. Manifestation bien compréhensible d'années de travail acharné et d'énormément de solitude. Il était urgent que je me reprenne en main, que j'aille m'épancher auprès d'un spécialiste, et j'avais bien l'intention de le faire dès que j'aurais terminé ce mandat. Je n'étais pas serein, cela va de soi. En gravissant l'escalier de bois qui menait à la bibliothèque, les gémissements grinçants de chaque marche me rappelèrent les clameurs inquiètes de mon âme tourmentée. Pourtant, je tins bon. Je m'entêtais et retrouvais mon espace de travail dans les bibliothèques, mes dossiers, mes notes, mes ouvrages de référence. Et les taches de sang séché sur le parquet, bien réelles, mais qui avaient tourné au marron violacé. J'avais beaucoup à faire. Ce que j'avais prévu, c'était de poursuivre là où j'en étais resté, de compléter mon catalogue au plus près de ma conscience. Il devait rester une semaine de travail. J'allais m'y astreindre au mieux de mes capacités, même si elles déclinaient. Mes espoirs furent de courte durée. Au premier livre que j'ouvris, je découvris la phrase, légèrement plus longue que la dernière fois. Compulsivement, je me jetais sur un deuxième ouvrage, puis sur un autre, avec une curiosité aussi féroce que ma terreur était dévorante. Ces mots maudits étaient partout. Dans chaque volume que contenait la bibliothèque, il me suffisait de tourner quelques pages pour les retrouver, sur du papier souvent ancien, qui aurait rendu l'intervention d'un faussaire impossible. Que pouvais-je faire, à part feindre d'ignorer cette inexplicable intrusion au sein de ces textes ? Le travail passait avant tout. Malgré l'effroi qui me tenaille à l'esprit, je pris le parti d'inspecter les volumes pour leur seule valeur patrimoniale. La qualité de la reliure, la nature du papier, les marqueurs d'authenticité. Ces mots insensés, je tâchais de m'en convaincre, en tout cas, n'existaient pas en dehors de mon imagination enfiévrée. Je pris donc le parti de n'en tenir aucun compte, jusqu'à en perdre la raison si nécessaire. Alors que le soleil se couchait sur Colombier, mes mains étaient couvertes de sang qui s'écoulait des extrémités de mes doigts, rongés jusqu'à l'os comme s'ils avaient été broyés contre une ponceuse. Quelle était la plus grande folie ? De nier l'évidence de mes sens ou de me résigner à admettre qu'elle était authentique ? La frénésie qui s'empara de moi alors triompha de toute prudence, abattit les ultimes remparts de ma conscience professionnelle. De mes doigts déments s'écoulait une hémoglobine poisseuse qui imbibait chaque livre que je saisissais, alors que je découvrais la phrase, cette phrase sans fin, pernicieuse, innommable. Elle était partout,
Il n'y avait plus qu'elle. Elle avait pris la place du texte intégral de tous les volumes, du titre jusqu'à la 4e de couverture, sans rien laisser des caractères imprimés à l'origine. Quand les larmes sèmeront les champs de carcasses entre les vents noirs des orchidées moribondes, sonnera l'avènement des entrailles empoisonnées sous le joug des crânes cancéreux, jouxtant les allées d'âmes torsadées autour des fruits obscènes, lochés au cœur des chatoiements ternes des saignements crépusculaires qui terrassent les ténèbres endeuillées par une exquise strangulation des espérances ramifiées par des promesses meurtrières qui n'ont jamais su unter les vaines ardeurs d'un suif tremblotant sous l'effet des héritages effroyables portés par les bulbes d'époques anémiques. Combien de jours s'écoulèrent avant que j'ose sortir de chez moi. J'y laissais s'écouler le temps, terré au fond d'une pièce, alors que ma santé mentale m'avait abandonné et que j'ignorais comment refaire surface. Mes mains étaient dans un état alarmant. J'étais incapable de prendre soin de moi. Ma boutique garda porte close. Mon téléphone sonna dans le vide des dizaines de fois. C'était sans doute la fille qui m'avait mandaté. Son nom, je ne m'en rappelais plus. La phrase, je la voyais partout désormais. Elle était dans mon appartement, à l'intérieur des livres, sur les magazines, dans les modes d'emploi. Et je l'apercevais même par la fenêtre. À l'extérieur, des affiches publicitaires aux manchettes des journaux, en passant par les panneaux de signalisation. J'avais touché le fond. Mais je trouvais le moyen de rebondir. J'ignore comment. Il devait me rester une petite pulsion de vie, un peu de dignité. Ou alors une curiosité qui refusait que ce mystère reste sans solution. Confronté à un constat impossible, l'esprit humain parfois se rebiffe, refuse d'admettre qu'il déraille et se confronte à une réalité plus vaste et plus étrange qu'il ne le suspectait, quitte à s'y perdre définitivement. Des amis bien placés, j'en avais encore quelques-uns fort heureusement. Ils avaient entendu parler de mon comportement de ces derniers jours et ils s'inquiétaient. Il me fut plus que aisé d'obtenir quelques faveurs de leur part, à commencer par celle qui me tenait le plus à cœur. Découvrir l'identité de l'ancienne propriétaire de la maison et l'adresse de sa principale héritière. La dame qui avait amassé cette collection de livres avait une fille qui y logeait seule dans une belle villa des Hauts de Neuchâtel. Son nom de famille a la particule nobiliaire, précédant un patronyme bien connu dans la région. Je ne vais pas le révéler ici, par respect pour les vivants comme pour les morts. Je ne me faisais aucune illusion. Amaigrie,
blême, les cheveux fous, j'aurais effrayé n'importe qui. Mais je m'arrangeais du mieux que je pus, et je m'y rendis. Personne ne répondit à mes coups de sonnette. Pourtant, à travers les voilages, je devinais une silhouette à l'intérieur du pavillon. La dame que j'étais venu voir se dérobait. C'était peut-être qu'elle savait exactement ce qui m'amenait chez elle. « Madame !» dis-je à travers l'interphone. « Vous ne me connaissez pas, mais il faut que je vous parle. C'est à propos de votre mère, de ses livres. » « Disparaissez !» fit une voix hantée. Pas question d'obéir. Le tremblement que je venais de percevoir dans le timbre de cette dame était la confirmation dont j'avais besoin, que ce que je vivais n'était pas une phase délirante, que d'autres étaient passés par là. Oui, l'idée que le monde était fou me rassurait. Parce qu'alors, je ne l'étais pas. Comme un possédé, j'enjambai la barrière de la maison et vins me coller contre la porte d'entrée que je trouvais verrouillée. Là, sans même savoir si j'étais écouté, je racontais mon histoire, à commencer par la coupure de papier. Je parlais presque sans prendre le temps de respirer, espérant que malgré mon récit insensé, la sincérité de mes propos soit perceptible. Lorsque j'en vins à décrire le moment où le contenu de tous les livres avait été remplacé par la phrase, un cliquetis tinta dans le verrou et la porte s'ouvrit. Voûtée comme si elle craignait les cieux, une petite dame pâle, au visage fermé, m'accueillit chez elle sans un mot. Dès que je vis son expression, je compris que tout était vrai. Elle avait dans les yeux le scintillement atroce de ceux qui ne seront plus jamais tranquilles. Elle s'attabla dans la cuisine, me fit signe de m'asseoir et laissa s'installer un silence aussi long que celui qui précède un saut dans le vide. Lorsqu'elle se sentit prête, elle prit une respiration profonde et dit : « Juste avant la fin de sa vie, ma mère a acheté un livre rare. Un ouvrage qu'on croyait disparu. Vous devez en avoir entendu parler, vous qui êtes dans la profession. Le fameux Carnet noir de Jacob Ruff. Le 17e volume de sa Monstersammlung, brûlé par les catholiques comme les protestants, et dont on pensait que le dernier exemplaire avait été détruit pendant la contre-réforme. Elle était fière de sa trouvaille, mais l'allégresse n'a pas duré. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'elle a trouvé dans ce livre l'a profondément bouleversée. La dame me scruta, puis préféra fuir mon regard pour poursuivre son récit. Elle est devenue folle. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Ma mère s'est coupée du monde. Elle n'a plus accepté le moindre contact. Le livre, elle l'a brûlé au centre de sa bibliothèque. Vous avez vu la trace sur le plancher, n'est-ce pas ? Désespérément seule, elle a fini par mourir. De déshydratation, selon les médecins. Sans s'expliquer, elle se leva, se rendit dans la pièce d'à côté et en revint avec une enveloppe qu'elle posa sur la table sans en révéler le contenu. Je ne vais pas vous raconter tous les détails. Cela ne concerne que notre famille. Mais après la mort de ma mère, il y a eu des plaintes de la part des employés du cimetière. Ils racontaient des tas de choses. Ils disaient qu'ils entendaient des bruits qui provenaient de sa tombe, des grattements. C'était ridicule, mais vous connaissez les gens. Pour que les protestations s'arrêtent, il fallait faire quelque chose.
Cela a constitué une épreuve épouvantable. Nous avons dû la faire exhumer. Elle sortit une photo grand format de l'enveloppe, la posa devant moi et prononça les mots suivants dans un murmure. Sur le couvercle du cercueil, de l'intérieur, on a retrouvé les mots que vous m'avez cités. Quand les larmes sèmeront les champs de carcasses. Elle les avait gravés. Nous pensons qu'elle s'est servie de ses ongles. L'image prouvait ses dires. Je m'en allais, sans prononcer un mot. Je le sais à présent. Je suis maudit. Tôt ou tard, je vais connaître le même sort que la propriétaire de la vieille maison de Colombier. Comme elle, j'ai été pris pour cible par la phrase. Je la vois partout, tout le temps. J'y pense en permanence. Mes mains sont en charpie, comme ceux d'une morte qui tente d'écrire dans le bois avec ses ongles. Obtenir les réponses que je cherchais m'a apporté un tourment immense, mais cela m'a aidé à me résigner à mon sort. Je n'ai plus longtemps à vivre et mes dernières semaines seront épouvantables. Je m'y suis fait. Les questions qui m'obsèdent désormais sont d'un autre ordre. Que tenter pour éviter que d'autres soient frappés à leur tour par ce mal impensable? Comment mettre fin à ce cycle? En ce qui me concerne, il n'y a plus d'espoir désormais. J'en suis bien conscient. Moi aussi un jour, je subirai la solitude immense dont cette vieille dame a fait l'expérience. Cette mort après la mort, où plus rien n'existera pour moi que la phrase maudite. Mais il est exclu que d'autres fassent l'expérience d'une pareille souffrance. L'exhumation d'un exemplaire du métique carnet noir a libéré dans le monde une force malveillante dont la nature échappe à l'entendement humain et qui semble s'incarner dans des mots dont le sens nous échappe. Même s'il me reste peu de temps pour agir, avant d'être vaincu par la mort ou la folie, il faut que je trouve le moyen de tuer cette phrase afin que sa propagation prenne fin à tout jamais. Mais que dois-je faire? Dois-je retourner au manoir et détruire chaque ouvrage qui se trouve dans la bibliothèque? Ou dois-je me rappeler que c'est précisément ce que cette dame a tenté? Est-ce en brûlant ce livre étrange que tout a commencé? Et peut-on réellement en croire que quand les larmes sèmeront les champs de carcasses, entre les vents noirs des orchidées moribondes, sonnera l'avènement des entrailles empoisonnées sous le joug des crânes cancéreux, jouxtant les allées d'âmes torsadées, autour des fruits obscènes, logés au cœur des chatoiements ternes, des saignements crépusculaires qui terrassent les ténèbres, endeuillés par... Et c'est une fin d'histoire.